Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Un coin du geek cette semaine avec coach Charles Castonguay, qui est de retour encore une fois, collaborateur au coin du geek, qui nous donne un peu un masterclass sur les zones d'entraînement. Qu'est-ce que sont les zones d'entraînement et comment est-ce qu'on les départage? C'est extrêmement intéressant. On en parle beaucoup des zones d'entraînement. Hein. Probablement que vous voyez un reel sur deux d'un coureur qui vous parle de la zone 2, un autre qui vous parle du threshold ou du seuil. C'est dur vraiment de comprendre les différences entre les zones. Et Charles nous explique tout ça en détail. On part d'une étude, d'une méta-analyse en fait, qui a pris en considération plein d'études et qui les a tous regroupées. Beaucoup d'apprentissage. Moi, je vous dirais, puis je vais y revenir probablement dans un vlog, dans un autre coin du geek en route vers Ottawa, que je vais bientôt continuer. Là. Il me reste 2 épisodes, donc un wrap-up de l'entraînement et après ça, un débrief de la course. Mais un de mes grands apprentissages durant cette prep-là, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre la zone 2 et la zone 1. Avant, je les mettais ensemble en disant c'est de la basse intensité, mais de la zone 2, de la vraie zone 2, c'est du travail. C'est pas confortable. La zone 2, tu devrais pas avoir envie de parler. Tu devrais être capable de parler, mais tu devrais préférer ne pas parler. Bref, on jase de tout ça avec Charles et bien plus. Toujours passionnant ces conversations-là. Dernièrement, vous m'avez peut-être vu dans vos télés à l'œil du dragon pour représenter Upika, la compagnie qui rend tout ce podcast-là possible et qui en ce moment est mon petit bébé que j'aime vous présenter. Eh bien, on a une saveur exclusive du Upika Endurance qu'on a sorti dans le cadre de l'émission qui est aux fruits du dragon. C'est une saveur, moi, c'est rentré dans mon top 3 des saveurs Upika directement. C'est une saveur subtile, douce, fruitée, vraiment très agréable et dont on ne se tanne pas jamais. Donc, c'est disponible sur le site web. Utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre commande au upika.ca. Fait que sans plus attendre, bon coin du geek et bon podcast. Le coin du geek sur la fameuse zone 2. Yes. Un article extrêmement intéressant. C'est une espèce de review que plein de spécialistes ont fait qui s'appelle What is Zone 2 Training? Expert Viewpoint on Definition, Training Methods and Expected Adaptations. Puis c'est 2025, février 26 2025. Fait que c'est tout chaud, là, sorti de la presse. Exactement. Le papier est encore chaud. Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, c'est vraiment un consensus d'experts, de 14 experts qui se sont regroupés pour définir c'était quoi la zone 2, parce que dans le milieu sportif, en fait, il y a autant de versions de zone 2 qu'il y a de coachs ou de physiologistes. Ouais. Fait que là, ils se sont regroupés, 14 experts, dont les initiateurs du projet, c'est Citco et Artex. Ouais, je pourrais pas le prononcer. Wow, c'est ouais. On va l'appeler Xavier. Xavier, en fait, avec un B au lieu d'un V. C'est pas nécessairement mieux, mais ouais. Et dans le fond, on a tous les noms ici, que je nommerai pas, mais ça inclut des coachs professionnels de cyclisme, parce qu'on va beaucoup parler de cyclisme dans l'étude, et des experts physiologistes qui travaillent aussi sur le terrain. Donc, c'est quand même une très belle review. Puis eux, leur travail préliminaire, c'était vraiment d'aller faire des reviews eux-mêmes, des revues de plein d'articles qu'ils avaient trouvés, qu'ils s'étaient partagés, et après ça, se regrouper, puis d'établir un consensus sur le terrain, on fait quoi, dans la littérature, qu'est-ce qui se passe, puis où on va se merger là-dedans, puis qu'est-ce qu'on va donner comme feedback. Puis je trouve ça intéressant parce que si, mettons, tout le monde prend ça,
puis se bâtit son entraînement de zone là-dessus, ben on va arrêter d'être un peu éparpillé tout le monde avec ses points. Exactement. Ben, puis moi, je trouve que leur modèle est vraiment très bien. Puis moi, je pense que il y a un petit peu de divergence avec qu'est-ce que moi je faisais, pas beaucoup, mais je vais quand même essayer de me rapprocher le plus possible de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui à partir de maintenant pour tout ce qui est test de lactate, puis définition des zones. Puis tout comme ça, tu t'assures de parler un peu le même langage que tout le monde, puis ça fait que le monde peut discuter de la même chose en sachant de quoi il parle. Exactement, voilà. Puis comme on disait, ben, encore là, il y a des définitions de zones, de 3 modèles, de 5 modèles, mais on va en parler justement dans les prochaines minutes. Mais nous, on va parler du 5 zones parce que pour un débutant, comme on disait, 3 zones, ça peut être très intéressant, mais à un certain niveau, il arrive beaucoup de fine-tuning qu'il faut faire. Fait que le modèle à 5 zones... On en avait parlé lors du dernier épisode vers le marathon. Exactement. Fait que là, je vais te lire un petit peu la traduction libre que j'ai faite de l'article. Ouais. Il a été démontré que les athlètes d'endurance de haut niveau, en particulier les cyclistes, effectuent généralement de grands volumes d'entraînement à faible intensité, soit en dessous du premier seuil lactique ou ventilatoire, donc le LT1 ou le VT1 qu'on parle. Il est important de noter que cette plage d'entraînement à faible intensité peut être relativement large si les athlètes d'endurance bien entraînés. Et là, mais toujours en bas. Toujours en bas, exactement. Et là, on parle des problèmes qui sont liés à la définition des zones. Parmi eux, on trouve l'échelle de perception d'effort. Donc, comment on va les définir, ces zones-là? La perception d'effort, la concentration du lactate sanguin et les pourcentages de fréquence cardiaque maximale ou les pourcentages de puissance maintenus lors d'une durée d'effort. Donc, en général, c'est comme ça qu'on va aller définir nos zones sur un modèle, justement, à 5 zones en particulier. Ouais. La méthodologie de recherche, j'en ai parlé un petit peu, là, c'est Citco. Ici, j'ai noté Viribé, mais on a le monsieur ici, là, Xavier. Exactement, qui sont composés de 14 scientifiques du sport et d'entraîneurs de cyclisme professionnels qui ont été réunis pour établir un consensus sur l'entraînement en zone 2. Ils se sont partagés les articles, etc. Et sur cette base, il y a 3 questions critiques qui ont été posées à chacun de ces experts-là. Comment on définit l'entraînement en zone 2? Quelle est la méthode préférée pour entraîner la zone 2 sur le terrain? Dans le fond, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, quelles sont les adaptations physiologiques clés qu'on attend avec de l'entraînement en zone 2? Ce qui est une bonne question aussi en soi. Oui, exactement. C'est pourquoi on fait ça en général. Donc, sur les 14, il y a 12 experts qui ont reporté un modèle à 5 zones qu'eux, ils priorisaient et qui mettaient en place avec leurs athlètes. Et il y en a 2 qui n'utilisaient que 3 zones. Ils n'ont pas été exclus de l'étude, mais c'était en général ça. Donc, vous voyez quand même que sur 14 personnes... il y en a juste 2 qui utilisent 3 zones. Exactement. Donc, on s'en va de plus en plus vers... qui utilisaient la zone à la 8 zones? En fait, il y en avait qui utilisaient le 6 zones, mais ça n'a comme pas été considéré parce que le 6 étant vraiment supramaximal, puis on ne le considérait pas dans l'équation. C'est vraiment passé le VO2 max. Un sprint. Bon, exactement. Et le consensus a été atteint sur le fait que l'intensité préférée pour l'entraînement en zone 2 se situe juste en dessous du LT1 ou du VT1. Le LT1, le VT1, c'est 2 choses quand même différentes, mais qui vont quand même être très rapprochées l'un de l'autre. Le seuil ventilatoire 1, c'est qu'on observe justement une augmentation légère là, du débit ventilatoire. Donc, ça se calcule avec un VO2 master. Exactement. Et le lactate, c'est un peu la même chose. C'est lorsqu'on va observer une augmentation légère d'un palier à l'autre. Là, on va parler ça arrive à peu près au même moment. Exactement, de 0.5 millimol. Ça arrive à peu près, mais c'est quand même 2 choses différentes. Fait qu'il faut quand même juste se fier à un ou à l'autre, et les 2 ne sont pas interchangeables. Et c'est ça qu'ils disent aussi. C'est important si tu as une méthode, fie-toi à cette méthode-là et non, aujourd'hui, on va faire du lactate, puis le lendemain, on va faire du ventilatoire, etc. Fait que tu restes sur une échelle qui est plus intéressante, puis maintiens-la. À cette intensité, les experts s'attendaient à une réponse physiologique stable avec peu d'augmentation transitoire du lactate sanguin. Donc là, on établit entre 1 et 2 millimoles. Une fréquence cardiaque stable de 70 à 80% de la FC maximale, ou environ 90% de la fréquence cardiaque à LT1. Donc, on établit le LT1 et on met 90% de ça, et ça nous donnerait une bonne cible, justement, pour travailler notre zone 2. Une perception d'effort... On établit, juste pour faire le calcul, pour les gens qui nous écoutent, on établit le LT1. Fait que moi, j'étais à 155, je crois, ou 156. Exact. Qu'on avait calculé. Donc, 90% de ça, exact. Ça donnerait...
Tu l'as avec toi? Je l'ai pas avec moi, j'ai fait le mien, mais j'ai pas fait le tien. OK, ben ça donnerait pour moi à peu près 15 de moins, fait que 140 à peu près? Ouais, I guess, mais je peux te le calculer live. Là, 142, genre, 141. Fait que, mettons, on a dit... 155 fois 0.90. 139, ouais, OK. 140. Fait que ça, c'est le début de la zone 2. Ben, en fait, ça serait le target principal. Fait que dans le fond, eux, ils préconisent de faire du 80 à 90. Fait que ton target, moi, je le préconiserais à 90. Ils préconisent fait que de pas aller trop, mettons, proche du seuil. Là, ouais, okay. Exactement. Fait que je pense que le 90%, c'est un super bon target pour ce genre d'entraînement. Ça, c'est quand même basse intensité. Ouais, exactement. C'est un des premiers points sur lesquels moi j'étais un petit peu moins d'accord. On va. Continuons, puis on va. C'est une plage de 10%, mais moi j'opterais plus pour le 90 que le 80 quand même. Pour moi, tu vois, ça représente 160 battements. Fait que c'est. Toi, ton LT1, il est à 160, haut, exactement. Fait que mon LT1 est à 160, fait que pour moi, c'est autour de 150, je pense que ça représente, là, ou 155 là, dans ce coin-là. Fait que pour moi, c'est correct. Mais j'irais pas à 80% parce que pour moi, c'est beaucoup trop bas. Non, mais si tu es à 160, ton LT1, ça veut dire que tu es à 145. Là, de mon 90%. Cible, ouais, c'est ça. On peut dire ça. Là, je l'avais calculé selon ma fréquence cardiaque maximale. Fait que 160 fois 0.90, 144. Moi, ça m'apparaît comme bas en crise, comme zone de travail. Moi, ça sonne à 140 battements par minute. Moi, je suis... Dans ma tête à moi, j'étais vraiment zone 1 récupération. J'étais pas en zone 2 grind. Fait que c'est quand même bas, mais il y a d'autres facteurs qu'on peut justement donner qui pourraient peut-être modifier l'équation. Tu vois, mettons, si on le met sur une fréquence cardiaque maximale, moi, ça me donne autour de 160, ce qui est quand même... Ce qui fait plus de sens. Pour moi. Là, donc, un ou l'autre, mais il faut s'en tenir à une méthode en particulier. Le rate of perceived effort, donc l'échelle de perception d'effort, sur une échelle de Borg on va dire de 6 à 20. Là. Donc, c'est environ 10 sur l'échelle de Borg, fait autour de 5. exactement. De 4,5 à 5 sur 10. Exactement. Et une puissance représentant sur le vélo 80% maximum de la puissance critique. Et là, la puissance critique, j'avais de la misère à trouver leur définition pure. Est-ce que c'est pour eux le FTP ou est-ce que c'est la puissance critique, mettons, sur un 20, 40 minutes, un CP10? Donc, c'est ça, c'était plus ou moins fiable comme donnée, je te dirais, là, en termes de définition. 80% de la FTP, ça ferait du sens, par exemple. Oui. Pour moi, ça serait pas pire. Ouais. Mais pour moi... 75 à 80%. Oui, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, ça serait... Pour moi, le FTP et la puissance critique, c'est quand même deux choses un petit peu différentes, mais pour plusieurs auteurs, c'est la même chose. Donc, je comprends. Probablement qu'eux, ils parlent de FTP là, dans ce cas-là. Et là, je vais te présenter justement leur... Parce que moi, tout ça fait du sens, excepté le 90% du LT1. Tout amène à peu près en même place. Ouais. Si je fais le calcul, là, autant au niveau de la puissance critique, si on considère que c'est le FTP, autant au niveau de la fréquence maximale... à 90% de la fréquence maximale, 80%. Ouais. Tout ça, ça amène à la même chose, excepté 80% de la LT1 qui, là, m'amène vraiment plus bas. Oui, exact. Fait, on va les définir, les zones de façon très précise selon leur version à eux. Vous allez voir qu'il y a quand même des écarts puis des psychologies différentes. Mais sur un système à 5 zones, dans le fond, eux, ils vont aller prendre la zone 1. Lorsqu'on est la fin de la zone 1, là, c'est vraiment lorsqu'on est au plus bas de notre courbe de lactate, on va dire. Et ils vont l'amener jusqu'à l'augmentation légère, donc le LT1. Fait que ça représente notre zone 2. Exact. Tout ce qui est avant ça, c'est la zone 1. La zone 3 va représenter entre les deux seuils. Ils mettent la fin de la zone 2 vraiment au LT1. Oui, à LT1. Ils la mettent pas un petit peu après. Non, exact. C'est à LT1. Tu vois bien là, sur le aussitôt tableau. Que tu dépasses, c'est zone 3. Exactement. Ouais. Puis vous avez le nom de l'article. Vous pouvez aller le chercher là, sur Internet. Là, vous allez voir les graphiques. Mais ça ressemble un peu à ce qu'on jase. Oui, exactement. Zone 3, eux, c'est vraiment entre les deux seuils. Et selon les versions, là, zone 4, c'est au seuil, un petit peu après, mais il y a beaucoup de chercheurs qui disaient aussi un petit peu avant parce que c'est mobile un peu, là, le seuil anaérobique. Fait qu'une journée, ça peut être 180, l'autre, ça peut être 178. Donc, un petit peu avant, un petit peu après, c'est notre zone 4. Souvent, mettons en cyclisme, lancez-moi pas des roches si c'est pas vrai, mais moi, je pourrais dire que c'est quasiment ta puissance critique. Là. Lorsque tu es un petit peu après, là, lorsque tu es passé le seuil, puis là, tu es rendu jusqu'à la moitié de ta zone de VO2 max, d'après moi, c'est là pas mal ta puissance
puissance critique. Puis ensuite, la zone 5, tu vois, là, ils divisent, là, comme sur un système à 3 zones, ils divisent ça en 2. Puis là, la zone 4, ça devient LT2, autour de LT2 et au-dessus. Puis zone 5, ben, c'est vraiment jusqu'à VO2 max. Là, eux, ils définissent jusqu'à VO2 max pur. Et si on avait 6 zones, ça serait passé VO2 max. Mais là, on n'en jasera pas de ça. Fait que ça ressemble à ça. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Fait que ça, c'est pas mal ce que moi, je fais en général. Moi, j'étends un peu ma zone 4 juste en bas du seuil, par exemple, là, du deuxième seuil, parce que j'aime ça jouer. Parce que, comme on disait, c'est pas quelque chose de fixé dans le temps. Là, ça peut bouger un petit peu. Fait que, mettons, un 3-4 battements en bas, 3-4 battements au-dessus. Si le seuil anaérobie, il peut bouger un peu, le seuil aérobie aussi. Oui, exactement. Okay. Absolument. Puis, comme genre de 4 en haut, 4 en bas. Oui, exactement. Fait que, si tu veux justement jouer avec ta zone 2, tu pourrais aller un petit peu au-dessus là, en termes essentiellement, s'il y a une journée où est-ce que tu as un training de zone 2 puis que là, tu commences à dériver un petit peu en haut, commence pas à descendre ton power sur ton Zwift. Là, comme, si t'es genre entre 2 et 4 battements au-dessus, c'est pas si grave. Il faut aussi considérer toutes les charges qu'on va mentionner plus tard. Donc, la charge qui est plus interne, là, donc ta perception d'effort, tes fréquences cardiaques, puis si tu as accès à une machine à lactate, ton lactate dans cette zone-là. Puis si, mettons, tu as 2-3 battements au-dessus, mais que ton lactate est à 1 ou à 1.5, c'est bien correct. C'est correct, ça va, là. Donc, dans la définition des zones, on va mettre ça de façon très claire en termes de perception d'effort. Ils appellent ça le verbal anchor. Donc, comment on va le définir de façon verbale, le pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Au niveau de la respiration, donc qu'est-ce que ça va représenter au niveau de la respiration et de la discussion avec la personne, puis au niveau du lactate sanguin. Donc là, on parle de l'intensité de la zone 1. Sur une échelle de perception, on va la garder sur 10 parce que moi, je suis plus un gars de 10. Le Borg, je l'aime bien, mais c'est 20, c'est beaucoup. Donc, le RPE, qu'on appelle Rate of Perceived Effort, on parle de la zone 1, c'est 1 à 2. Ça, c'est exactement comme moi, j'avais défini. Au niveau verbal, on va dire que c'est très facile. La personne va qualifier ça comme très facile. On parle de 55 à 72% de ta fréquence cardiaque maximale. Et c'est des efforts souvent là, de 2, qu'on peut tenir facilement de 2 à 4 heures sans problème. Au niveau du patron respiratoire, on dit effortless to talk. Donc, on peut tenir une discussion très saine avec quelqu'un sans dérive cardiaque. Tu bikes à côté de quelqu'un, tu jogues, tu peux parler facilement. De 20 à 35 respirations par minute. C'est quand même très précis. Et avec un blood lactate, dans le fond, du lactate sanguin qui est de moins de 1,5 millimol. Fait que ça, c'est quand même beaucoup de points de référence. Si tu veux être capable de trouver tes zones, là, c'est quand même beaucoup de points de référence. Oui, exact. Puis on fera un petit découpé de ça puis le mettre dans le podcast, ça pourrait être pas pire. Ta zone 2, en termes d'intensité, zone 2, donc sur une échelle... Quelqu'un qui m'a proposé de faire des genres de blogs de nos podcasts. Fait que je pourrais demander à... c'est vrai, mais je pourrais demander, en fait, ça ne va pas nous demander à nous tant que tant, mais je pourrais demander, il y a une application qui est capable de faire la description textuelle d'une conversation, puis après ça, tu la repasses dans le chat GPT en disant « Fais-moi un blog avec ces affaires-là ». Fait qu'il va être capable de me le faire sûrement. mais ouais, puis parce que aussi, c'était l'entraînement, le podcast sur les 9 entraînements clés. Là, quelqu'un qui dit « Moi, j'écoute ça en faisant mon jogging, mais là, ça me prendra un crayon pour être capable de me noter sur le côté. » Mais oui, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à faire ça, let's go. Moi, j'aurais pas le temps, mais, non, c'est ça, exact. Ça me ferait plaisir vraiment de voir ça en écrit. Fait que dans le fond, on parle d'une perception d'effort. Zone 2, de 2 à 3 pour eux. Fait que les échelles s'entrecoupent parce qu'on parlait de 1 à 2 pour la zone 1. Moi, souvent, je la catégorise parce que je veux comparer à moi ce que je fais. Je disais plus du 3 à 4. Verbal anchor, donc la définition verbale, c'est confortable. La personne va qualifier ça de confortable. Le pourcentage de fréquence cardiaque maximale, on parle de 67 à 82%, ce qui est quand même gros. Puis ça intercale avec la zone 1 qui était jusqu'à 72. Sur un effort de 1 à 3 heures qui est stable, on va dire. Et au niveau du patron respiratoire, on peut parler, tenir une discussion avec un peu plus d'effort quand même. Et c'est jusqu'à 40 respirations
par minute. Et on va parler d'un blood lactate de maximum 2 millimoles, mais on parle de entre 1 et 2 millimoles. Fait que tu vois, comme les plages s'entrecoupent quand même. Et c'est normal parce que moi, je fais des tests de lactate à des gens, puis au premier palier, des fois, ils sont à 2 déjà. Ils vont descendre à 1,8. Après ça, ils vont remonter. Fait que c'est quand même variable. Le lactate sanguin, c'est comme précis à une personne, mais en même temps, tu peux améliorer ces paramètres-là. J'ai déjà fait des tests de lactate sur plusieurs années. La personne commençait au palier 1, très facile pour elle, à 4 millimoles, puis elle descendait juste à 3, puis elle remontait après. Puis 4 ans, 5 ans plus tard, ben elle commence à 1,8. Fait qu'elle a vraiment amélioré, on va dire, l'utilisation de ses gras, puis c'est juste le volume d'entraînement a fait que son lactate sanguin est vraiment plus bas en général. En termes c'est peut-être une conception qu'on a qui, en tout cas, que moi, j'ai réalisé, puis c'est ce qui semble dire ici. Tu sais, on parle beaucoup du talking pace, tu sais, pour être capable de savoir si tu es en zone 2 ou pas. Moi, je trouve que de dire talking pace, c'est un peu mélangeant parce que c'est pas la zone 2, c'est pas un talking pace confortable. Non, exact, c'est ça qu'ils disent. C'est ça, exact, c'est ça qu'ils mentionnent. Talking pace with effort. With effort, fait que tu préférais crissement pas parler. Ouais, exactement. Fait que le talking pace pour une sortie récup, mais si tu veux faire une sortie zone 2, c'est pas du talking pace. Fait que tu peux tenir une conversation, mais à la fin de ta phrase, tu vas prendre un petit souffle. Puis tu préférerais vraiment écouter un podcast que de parler pendant cette zone-là. Et voilà, exactement. Ensuite, on parle de la zone 3. Donc là, on parle d'une échelle de perception d'effort de 4 à 5. Moi, je le mettais plus dans le 5-6 normalement. Confortable, inconfortable. Comfortably uncomfortable. Verbalement. En termes de pourcentage de fréquence cardiaque maximale, on parle de 82 jusqu'à 87 avec un drift qu'on parle. Donc, il y a une petite dérive qui va se faire avec le temps quand même lorsqu'on fait des longs efforts dans cette période-là, dans cette zone-là. Et on peut parler avec des phrases très raccourcies, mais c'est quand même plus exigeant, on va dire. On va reprendre un bon souffle après. Et on parle de 40 à 55 respirations par minute avec un blood lactate qui est de 1,5 à 3,5 millimoles maximum dans ces zones-là. Pour moi, ça fait du sens, 1,5 à 3,5, parce que j'ai des athlètes comme, je vais lancer son nom parce que c'est impressionnant qu'est-ce qu'il fait des fois. Thomas Fafard, il fait du pace 30, du pace marathon, il est à 1,3, 1,4 millimoles. Puis moi, je suis comme flabbergasté à chaque fois. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec sa physiologie? C'est impressionnant. On a fait justement un training, c'est qu'un mardi, il faisait des 3 kilos pace marathon ou un peu plus vite, puis il était à 1,1, je pense. En mode easy. Ça n'avait pas de bon sens. Ça avait son pace trop lent. Il faut qu'il accélère son pace. Exact. Après ça, on a la zone 4. Avec une perception d'effort de 6-7. Ça, c'est pas mal mon ranking que moi, je disais aussi. Demanding but control au niveau verbal, mais stressant quand même, c'est difficile. 87 à 92% de la fréquence cardiaque maximale. Et il y a un drift aussi là, qui va se faire. Donc, ça va monter si tu fais des efforts trop prolongés à une dérive, là, en fait, à ces pourcentages-là. Et on peut faire des réponses de un mot. Donc là, ça commence à être un petit peu moins intéressant comme phrase complète. Donc, un mot avec une respiration de 50 à 70 respirations par minute. Et on va parler de escalating hyperventilation. Fait que là, on tombe autour du VT2. C'est-à-dire que là, tu respires de plus en plus fort. Fait que là, tu vas partir peut-être à 50, mais tu vas finir probablement à 70. Là. Le blood lactate, on parle de highly variable. Donc là, il parle autour de 4, mais là, il se rend jusqu'à 9. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Si tu es vraiment dans ta zone 4, là, le 4 millimoles, c'est un bon target, mais ça dépend des athlètes. Il y en a que c'est 3,5 aussi. Fait que, mettons, on parlerait de 3,5. Mais te rendre à 9, c'était à la fin du drift. Là, complet. Oui, total. Là. Puis là, tu es en VO2 max à 9 millimoles. Je ne connais pas personne qui est pas... qui est capable de tenir sa zone 4 à 9 millimoles. Non, c'est ça. Là. Puis moi, je dirais même plus du 3 jusqu'à 5. Ouais, c'est ça. Je la définirais mieux, mais bon, c'est comme ça qu'eux la définissent. Parce que des athlètes de très endurance comme un Thomas Fafard à 3 millimoles, il commence à être dans le jus. Ouais, c'est ça. Lui, sa zone 2 a fini quasiment à 1,2 millimoles. C'est impressionnant. Fait que c'est ça. On va dire, mettons, eux, ils parlent de 4 à 9. Moi, je dirais plus de 3,5 à 5. Mais bref, c'est ça. Il y a plein de versions, puis il y a plein d'analyses qu'on peut faire. Et la zone 5, ben là, on parle d'une perception d'effort de 8 à 10
très demandante et painful, donc douloureuse, avec 92 à 100% de la fréquence cardiaque maximale. C'est pas mal ça que je vois dans les tests que je fais normalement, avec une drift qui est très rapide, donc une dérive extrêmement rapide, même avec des efforts qui sont très courts. Là, on va parler des efforts de 2, de 3, de 4 minutes. Puis là, vous allez quasiment partir de 90% à 100% de votre fréquence cardiaque maximale. Et on ne peut pas parler, donc speechless and breathless. Ça veut dire que tu es au maximum de ta ventilation, puis tu dis pas un mot. Ça ne te tente pas d'avoir une discussion du tout. 60 à 85 respirations par minute et escalating hyperventilation, donc une respiration qui va de plus en plus être rapide et incontrôlable. Et là, on parle du bloc de la tête, très, très variable. Et rendu là, honnêtement, moi, je vois pas l'intérêt de prendre le lactate parce qu'on est à VO2 max. On est dans des zones très incontrôlables. Là, ils disent que c'est highly variable, donc c'est très variable. Ils parlent de 6 à 14. Moi, j'ai déjà vu du 25, minimal. Là. Fait que c'est bien plus que ça encore chez des athlètes de ski de fond qui se stackeraient une bonne volée dans un test, par exemple. Pour ne pas nommer de nom, mais ils vont se reconnaître. Là. Donc voilà, c'est un peu la définition des zones. Moi, je trouve ça très intéressant. Comme je te disais, il y a peut-être quelques petites différences là, avec qu'est-ce que moi je fais, mais ça ressemble là, en général. Moi, par rapport à ça, je vais sûrement ajuster un petit peu mes perceptions d'effort. C'est rare que je vais donner des pourcentages de fréquence cardiaque maximale quand même comme spécifique pour les zones. J'aime mieux le faire avec le test, mais si vous n'avez pas fait de test, ben, c'est un bon indicateur quand même. Faire un rewind, mais les plages sont assez larges. Oui, exactement. Puis ils s'entrecoupent. Fait que c'est là que le test devient intéressant. Exact. Ça va te permettre de définir un peu plus ça parce que, mettons, entre 67 à 82 %, ben toi, c'est-tu 72 à 82? Oui, c'est ça. 67 à 75. Fait que là, il faut voir avec ça. Fait que c'est quand même assez intéressant comme définition des zones en tant que telles. Donc, si on continue dans leur deuxième question, c'était quelles sont les méthodes d'entraînement les plus efficaces d'entraînement de la zone 2. Et ça, c'est super. Il n'y a rien extraordinaire dans ce que je vais vous dire, mais ça donne quand même des idées et des barèmes. Donc, lorsqu'on fait un entraînement continu en zone 2, ça devrait représenter des sorties longues de plus de 2 heures à intensité constante sous le LT1. Fait que ça, c'est quand même costaud. Là, 2 heures de zone 2, c'est du stock. C'est du stock quand même. Et là, c'est des coachs puis c'est des cyclistes aussi. Je recommanderais pas, c'est pas moi le coach, mais je recommanderais pas une sortie de 2 heures en zone 2 de course à pied. Là. Exactement. Puis l'entraînement, on parle d'un entraînement continu, il y a des versions qu'on va voir juste en bas qui sont des méthodes continues par intervalle. On va dire, là. Fait que, mais moi aussi, je trouve ça quand même intense. Je pense que, mettons, en trail... C'est parce que ça prend le temps. Il faut que tu prennes le temps de te rendre aussi. Oui. Comme tu peux pas partir en zone 2, c'est quand même rough. Là. Puis, mettons, si on met course à pied sur route, je pense que si tu as un target de 1 heure, c'est déjà vraiment bon. Mais oui, 1 heure direct en zone 2. Je pense qu'en trail, peut-être, ça se fait plus facilement parce que, tu sais, beaucoup les montées et tout ça. Mettons, tu te dis, je vais faire... je sais pas, tu es en Europe puis tu fais tel col qui prend 20 km de montée, ben c'est facile de te mettre en zone 2 pendant 20 km en power ride. Oui, c'est ça. Si t'es à Majorque, tu peux faire de la zone 2 pendant des heures. C'est ça, exact. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais sur la route, ça reste quand même tough là, au niveau de l'impact. Mais non, mais même, c'est ça, même en vélo, même en course, c'est comme, essaie de sortir dehors puis de courir. Faut que tu sois sur un tapis, mettons, pour être capable de faire 1 heure de zone 2, c'était dit, parce que essaie d'aller courir même dans la rue en zone 2 à Québec, là, quand il y a 200 mètres de D+, à chaque 10 km. Exact. Et à travers ces entraînements continus-là, il y a une importance du suivi de la dérive cardiaque et de la perception d'effort pour ajuster l'intensité. Donc, on va plus se fier à la charge interne, qui est fréquence cardiaque, lactate sanguin et perception d'effort, plus qu'à la vitesse ou à la puissance qu'on va développer. Parce que, justement, on l'a dit, tu es dehors, il y a du vent, etc. Tu es mieux de te fier à ta charge interne pour ajuster ton intensité plutôt qu'à une allure spécifique que tu veux tenir, c'est sûr. Possibilité de segmenter le travail en plusieurs sessions pour limiter la fatigue. Donc, à travers ta semaine, tu peux en cibler un peu. Méthode continue variable ou méthode d'intervalle en zone 2, on va dire. Alternance entre la zone 2 et des périodes courtes en zone 1 pour un ratio de 5-1.
Donc là, j'ai sorti des exemples. Par exemple, un 4 à 8 fois 20 minutes de zone 2 avec un recovery de 4 minutes de zone 1 entre. Et ça, mettons, je discutais avec Charles Paquette, il m'a dit que c'est le genre de séance qu'il faisait. Je dis pas le 8, là, 8 fois 20 minutes, mais ça peut être du 4. Puis je pense que tu peux aller totaliser un 2 heures, même avec les repos. C'est quand même une excellente séance. Tu as un 6 à 8 fois 15 minutes avec un recovery de 3 minutes en zone 1. Tu as un 8 à 12 fois 9 minutes avec un recovery de 1 minute, par exemple, là, juste pour dire que tu relaxes puis tu repars. C'est des séances qui sont super intéressantes. Là. Moi, j'aime bien le 4-1 ou le 8-2 aussi, même si le ratio n'est pas nécessairement respecté, mais encore là, bon, c'est des barèmes qu'ils disent. Et objectif, c'est de réduire la monotonie et accumuler un bon volume d'entraînement dans cette zone-là. Puis c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup aux athlètes que je coach en course à pied, leur donner dans la longue, justement, un peu plus de zone 2, parce que courir 30 km en zone 1, ça devient chiant à un certain moment donné. Donc, d'inclure, justement, justement, 3-4 fois 20 minutes ou 5-6 fois 15 minutes. Tout en fait un peu de ce genre de training-là? Ouais, c'est quand même intéressant. Les entraînements par intervalle. Donc, lorsque tu fais de la zone 4, de la zone 5, la zone 2 peut être intégrée aussi à travers ces entraînements-là. Donc, on parle d'intégration de la zone 2 lors des phases de récupération active entre les autres intensités. Et ça, je trouve ça intéressant parce que justement, la zone 2, je pense qu'au niveau recyclage, lactate, ça peut être quand même une belle zone. Puis ton corps, il est peut-être plus efficace un peu à recycler le lactate là, à LT1. Fait que je pense que ça peut être intéressant de l'inclure comme ça. Ratio de travail-repos recommandé de 1 pour 1. Fait que quand on travaille à VO2 max, normalement, tu peux te sacrer des bonnes volées en faisant du 2 minutes, 1 minute, mais tu pourras pas en faire énormément. Fait qu'eux, ils recommandent du 1 pour 1. Fait que mettons, je fais 2 minutes de zone 5, 2 minutes de zone 2, 2 minutes de zone 5. Puis là, tu peux totaliser un 10 minutes de zone 5 comme ça, si tu veux. Là, c'est de checker la dérive de fréquence cardiaque, exactement, par exemple. Puis, tu sais, ta perception d'effort, si après 2 reps, tu es à 10 sur 10, relaxe un petit peu là, pour finir ta séance. Peut être utilisé en début de session pour accumuler de la fatigue avant, comme une belle pré-fatigue, ou en fin de session pour ajouter une intensité quelconque. Et une durée totale de ces sessions-là devrait être inférieure à 2 heures, par contre. Lorsqu'on fait des zones 4, zone 5 avec des zones 2 à travers, moins de 2 heures, c'est plus intéressant parce que quand tu fais de la zone 5 avec la fatigue physiologique, ça ne tentera pas de courir une demi-heure de plus. Là, non, c'est ça. Question par rapport à ça, justement. Hier, sur le bike, ce que j'ai fait, c'est mes intervalles en début. Fait que c'était un 4 fois 5 minutes threshold avec un 1 minute VO2. Ouais. Fait que c'était comme 5 minutes threshold, 2 minutes pas vraiment 100% off, là, c'était quand même 200 watts, fait que 2 minutes comme zone 1 haut. Après ça, 1 minute VO2, 2 minutes, même chose à 200 watts. Ouais. Ça, c'était 4 fois ça. Okay. Puis après avoir fait ça, il y avait un 2 fois 15 minutes qui était à mon power de zone 2, mais mon heart rate, il était bien trop, il était rendu à 168. C'est sûr. Mais est-ce qu'on calcule ça comme de la zone 2 ou non? Ben, quand tu fais ça à la fin, j'aurais plus tendance à dire que j'aurais suivi mon rythme cardiaque plutôt que la puissance même. Okay. Mais là, ça faisait partie de l'entraînement. Ouais, exactement. Fait que le but, c'était pas de faire un training de zone 2, c'était de juste faire... de continuer à travailler. Travailler ta résistance à la fatigue après un effort à VO2. Mais ça compte pas comme de la zone 2. Une fois que la dérive cardiaque est partie, même si le power est là, il faudrait prendre le lactate pour vérifier. Ouais, exact. Moi, je dirais plus que c'est de la zone 3 là. Mais zone 2, quand je fais de la zone 2, j'aime beaucoup plus me fier à la charge interne, comme je disais, plutôt qu'à l'allure. Je trouve que c'est plus représentatif. Puis quand je le prescris, les zones 2, il y a souvent une grosse plage. C'est souvent genre un 10 à 20 secondes parce que justement, c'est très variable selon la journée, là, selon moi, spécialement sur la route. Fait que c'est la même chose en vélo. Ta zone 2, c'est pas 280 watts, c'est peut-être 250 à 290 watts, là, on va dire. Là. Fait que tu essaies de monitorer avec ça. Puis si à 240, t'es quand même over pour perception d'effort, puis tout, ben, il va descendre 230, c'est ça. Puis si, c'est ça. Ben, ça dépend de qu'est-ce que tu veux travailler, mais rendu là... Mais là, c'est ça. Là, hier, c'était pas un training de zone 2 mais ça, c'est un bon training. Là, tu travailles ta résilience puis ta résistance à la fatigue. Tough, exactement. Là. Puis avec encore plus... Là, c'est un 1 minute à bloc. À la fin. Ça, c'est quand même intéressant.
Donc là, c'était les méthodes d'entraînement, justement. Adaptation physiologique attendue. Donc, le travail en zone 2 va apporter certains bénéfices au niveau physiologique. Le premier, c'est l'augmentation de la capillarisation musculaire. Donc, développer plus de capillaires au niveau de tes muscles, en périphérie, justement. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça favorise un meilleur apport d'oxygène, des substrats énergétiques à tes muscles. Donc, c'est un avantage qui est extrêmement bénéfique. Donc, tu peux te rely un petit peu aussi sur l'oxygène et ce que tu te mets dans la bouche pour subvenir à tes besoins énergétiques et pas juste à ton glycogène musculaire stocké à long terme. Augmentation des enzymes mitochondriales dans les fibres musculaires de type 1 qui sont cruciaux pour la production de l'énergie. Par exemple, dans le cycle de Krebs, on va parler de l'ATP. Donc, augmentation de les enzymes et souvent de la densité aussi mitochondriale, là, selon certains articles. Ensuite, on a l'amélioration de l'efficacité métabolique. Et c'est quoi l'efficacité métabolique? Ben, c'est ton critical power, on va dire, ton VO2 max à faible pourcentage. Fait que quand tu fais de la zone 2, ça va quand même améliorer ton VO2 max et ton économie de travail surtout. Donc, ton efficacité, par exemple, ton lactate sanguin qui demeure plus bas, même à une vitesse qu'il y a 6 mois, tu étais vraiment plus haut. Donc, ton économie de travail, tu es plus efficace. On a un podcast sur l'économie de course, vous irez voir, là, ça définit un peu qu'est-ce que c'est, l'efficacité. Et ça va faire aussi, comme adaptation, la compression de ton LT1 vers ton LT2 en augmentant la puissance soutenable avant l'apparition de la fatigue. Donc, ça va rapprocher un peu tes deux seuils. Et qu'est-ce que ça va faire à long terme aussi? C'est probablement repousser ton LT2 aussi, mais ça va, on va dire, compenser ou pas compenser, compresser ces deux seuils-là. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que tu es capable de soutenir des vitesses très élevées avec des lactates qui vont être très bas, souvent, en faisant cette méthode-là. Ensuite, ben là, moi, j'ai comme la philosophie de dire d'augmenter aussi ton efficacité entre LT1 et LT2. C'est quand même intéressant. Fait que c'est ça que la zone 3 est quand même intéressante à faire pour travailler ton recyclage du lactate, ta résistance à la fatigue entre ces deux seuils-là. Donc, ne pas négliger cette zone 3-là qui est vraiment importante, où on va faire notre pace demi, souvent notre marathon, etc. Donc, développer cette efficacité-là. Il y a plein de chercheurs qui vont dire que ça ne sert à rien. Moi, je dis que ça sert à travailler ton économie de travail. Mais bon, c'est des opinions, comme je disais. Et il parle aussi de résilience cognitive due à la nécessité de maintenir un effort stable durant des très longues périodes. Donc, résilience cognitive ou effort mental qui va être amélioré. Mental toughness. Mental toughness. Les experts ont également souligné que les adaptations physiologiques sont un continuum plutôt que des réactions déclenchées à des seuils précis. En conséquence, ils ne s'attendaient pas à des différences majeures entre l'extrémité supérieure de la zone 1, l'extrémité inférieure de la zone 3 par rapport à la zone 2. Donc, si tu veux des adaptations, que tu travailles dans la limite supérieure de ta zone 1 ou la limite inférieure de ta zone 3. Ce qui revient à dire un peu ce qu'on disait au début. Fait que là, si on dit que le travail optimal est à 90% de fréquence cardiaque du LT1, ben là, ça contredit un peu qu'est-ce qu'ils disent là. Fait que même dans l'article, ils se contredisent un peu en disant que les adaptations, ils vont être bonnes de la fin de ta zone 1, donc du début de ta zone 2 jusqu'au début total de ta zone 3, donc à LT1 ou juste un petit peu passé après. Fait que moi, c'est vraiment cette zone-là que j'aime travailler en zone 2, que je trouve qui est la plus pertinente. Justement, donc toute cette plage-là. Les applications pratiques, ils disent que bien que des preuves scientifiques supplémentaires soient nécessaires, cette déclaration ou cet article suggère que des séances continues réalisées juste sous le LT1, donc le seuil aérobie, et d'une durée supérieure à 2 heures pourrait être la méthode préférée pour induire un large éventail d'adaptations physiologiques. À discuter pour la durée de 2 heures, éventuellement. C'est long. 2 heures, c'est quand même long. Moi, je me demande à quel point, parce que là, on parle d'adaptation, appelons ça physiologique, mais on parle pas d'adaptation mécanique. Puis, je me demande, quel est l'intérêt, par exemple, de faire ta zone 2 dans un sport qui est mécaniquement plus taxant comme la course à pied versus faire ça sur le vélo, ce qui est moins taxant. Puis là, on parle beaucoup de vélo dans cette étude. Ça, on parle de vélo, mais je me dis, tu sais, des sets comme ça, moi, je vois ça comme quasiment impossible de faire ça à course à pied. Je pense même que les Kenyans ne doivent pas faire ça non plus, là, des 2 heures. Alors, ils ne doivent pas courir bien plus que 2 heures, les Kenyans, de toute façon. Là. Fait que je me dis, à quel point est-ce qu'on peut aller chercher ces adaptations-là le plus souvent possible dans un sport à bas impact
versus le faire dans un sport à haut impact? Ouais, c'est quoi, mettons, l'intérêt d'aller faire de la zone 2 à course à pied, s'il y en a ou non? Ben, comme on disait, moi, je trouve que pour les adaptations physiologiques qu'on vient de parler, ça vaut la peine. Je pense que ton implication mécanique est beaucoup plus intéressante en zone 2 qu'en zone 1. Ouais. Moi, juste au niveau de l'impact, en zone 1, je trouve ça plus difficile qu'en zone 2 ou presque, parce qu'il y a une composante verticale qui est beaucoup plus importante en zone 1 qu'en zone 2, où la composante horizontale de déplacement, étant donné l'implication musculaire qui est plus intéressante, ton cycle avant, arrière, il est plus intéressant. Je trouve que l'impact est moins grand, justement, en zone 2. C'est sûr que la fatigue physiologique, musculaire est plus importante aussi. Fait que je pense que c'est vraiment... Puis, tu sais, ça, il n'y a pas de chiffre. Moi, j'en donne là, quand je donne des trucs de lactate, justement, des rapports de lactate, des suggestions de quantité de zone 2 à faire. Si j'ai un cycliste, ben, tu sais, comme on en parlait, moi, honnêtement, je pense que 40%, ça peut être un bon chiffre parce que tu n'as pas cet impact-là. Puis tu voyais, là, il disait des séances au-dessus de 2 heures, des 8 fois 20 minutes, des trucs comme ça. Fait que là, c'est beaucoup de quantité. Puis c'est correct, tu n'as pas d'impact. Tu as quand même une fatigue qui va aller avec ça. Je trouve que il parle de l'extrémité supérieure de la zone 1 et du début de la zone 3 pour avoir ces adaptations-là. Donc, il exclut la zone 1 régulière un petit peu. Fait que, si tu veux avoir ces adaptations-là pures, ben, il faut quand même que tu en fasses un petit peu, selon moi. En course à pied, moi, un target de 20%, 10-20%, je trouve que c'est quand même intéressant, surtout inclus dans les longues. Pour la résilience cognitive ou la résilience mentale aussi, ça peut être intéressant de travailler des vitesses un petit peu supérieures pour tes longues, puis ça va réduire un petit peu la durée. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que tu devrais au contraire faire tes longues en zone 1 pour augmenter la durée? Je sais pas. C'est des philosophies. Moi, j'aime bien l'inclure là-dedans parce qu'en même temps, j'entraîne souvent des gens qui font du demi, du marathon, donc d'aller un petit peu plus vite dans leur longue, ça peut être intéressant si tu récupères bien après. Mais je pense que si tu veux maximiser tes gains des adaptations physiologiques qu'on parle là, je pense que si tu vises entre 10 et 20%, c'est quand même une bonne quantité de zone 2. Puis le reste, tu le fais en zone 1. Puis le reste, tu le fais en zone 3 aussi. Tu peux aller chercher un 15-20%, zone 3, zone 4, puis un 5%, dépendamment de la philosophie que tu utilises. Et justement, on va en parler de philosophie parce que là, tout ce qu'on vient de parler, ça fait combien de temps? Là? Ça fait 40 minutes. Ça fait 40 minutes, oui, exact. On va détruire ça en 30 secondes. Parfait. On va tout sacrer ça au vidange parce que là, je te sors un autre étude. Là, ça va être le cliffhanger pour notre prochain épisode. Exact. Étude extrêmement intéressante de 2023 de Bakken, Casado, Foster et Ingi Tiljal, je ne pourrais même pas dire son nom malheureusement, je suis désolé, des Norvégiens du département justement de l'éducation Sport Science University of Stavanger, qui est dans le, si je ne me trompe pas, le sud-ouest de la Norvège. Et vous avez, avec collaboration, université en Espagne, de Madrid, du Wisconsin et une autre université, justement un centre de recherche en Norvège. Et on va parler de définition de zone 2 parce que là, ça va bousiller tout ce qu'on a dit. Le titre, ça s'appelle « Does Lactate Guided Threshold Interval Training », qu'on appelle le LGTIT, Lactate Guided Threshold Interval Training. Within a high-volume, low-intensity approach represent the next step in evolution of distance running training. Donc, une approche avec un haut volume à basse intensité et guidé par le threshold ou la prise de lactate. Est-ce que c'est le next step, donc la prochaine étape dans l'évolution? Essentiellement, est-ce que la méthode norvégienne, c'est la prochaine étape? Exactement. Puis là, c'est des Norvégiens, fait que c'est sûr qu'ils vont se mettre de l'avant là-dessus. Et là, je ne vais pas parler de l'article en tant que tel, parce que l'article en tant que tel, ça va demander beaucoup de décortication parce qu'il est fantastique. Il y a des pages et des pages d'informations qu'on va toutes décortiquer ensemble sur un podcast que j'aimerais peut-être appeler justement qu'est-ce qu'ils font les Ingebrigtsen, les Blumenfeld de ce monde pour être bons de même. Puis peut-être qu'on pourrait inviter François ou Félix à ça pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et là, eux, leur définition de zone 2, là, je vais te dire, là, c'est fantastique. Donc là, sur un système à 5 zones, leur définition de zone 2. Fait que là, si tu veux pas te mêler, arrête là, fais pause, puis clear ça de ta tête parce que ça va déjà te mêler. La zone 1, donc, ils appellent le LIT ou le Low Intensity Training sur un système à 5 zones. Le blood lactate doit être entre 0,7 et 2 millimoles. La fréquence cardiaque maximale entre 62 et 82 %.
En VO2 max, ça représente 55 à 80% de VO2 max. Et en perception d'effort, sur une échelle de 10, ça représenterait du 4,5 à 6. La zone 1. Fait qu'eux autres sont jamais en recovery. Non, ben en même temps, moi, est-ce que je fais du recovery? Je mouline sur le vélo, mais j'en fais pas non plus. Mais quand même, leur zone 1 est quand même élevée. Là. Moi, du 4,5 à 6, c'est pas de la zone 1 pour moi, c'est de la zone 3. Exact. Dire, après ça, on a le Moderate Intensity Training, qui est la zone 2. Et là, on parle de 2 à 3,5 millimol de lactate, ce qui correspond à la zone 3 de qu'est-ce qu'on vient de vous dire. Et là, le heart rate, pourcentage maximal, 82 à 87%, c'est élevé. 80 à 84% de ton VO2 max et une perception d'effort de 6 à 7 dans ta zone 2. Et pour eux, ça représente le threshold training, intervalle continu à pace marathon entre parenthèses. Donc, autour du pace marathon pour ta zone 2, avec un bloc lactate de 2 à 3,5. Ce que j'observe, moi, personnellement, dans les tests de lactate, c'est souvent ça, là, que le pace marathon se situe entre 2 et 3,5, mais la perception d'effort de 7 est quand même élevée là, dans ce point-là. Là. Si tu es à 3,5, tu es plus... Mais dans le fond, eux autres, leurs zones sont juste décalées d'une zone. Oui, exactement. C'est juste, puis ils évacuent complètement la zone 1, comme on la connaît. Oui, puis la zone 1 est... Les autres, la majorité de leur entraînement, ils en font dans notre zone 3. Oui, exactement. Voilà. Ensuite, leur zone 3, c'est 3,5 à 4,5 avec jusqu'à 92% de leur fréquence cardiaque maximale avec une perception d'effort qui va aller à maximum 8 sur 10. Leur zone 4, c'est le High Intensity Training, 4,5 à 8. Fait que c'est comme leur zone de threshold, c'est plus leur zone de threshold, c'est leur zone de VO2, on va dire. Jusqu'à 97% de ta fréquence cardiaque maximale et jusqu'à 9 de perception d'effort. Moi, c'est pas ça du tout pour moi, la zone 4. Et la zone 5, Very High Intensity Training, on parle de 97% de ta fréquence cardiaque maximale jusqu'à 8 à 18. Ça représente bien la zone 5 pour moi. Mais c'est qu'il y a comme une espèce de zone 1 qui a été complètement omis. C'est ça, complètement. La zone 1, c'est ta zone 3. Ta zone 2, c'est comme ta zone 3.5, on va dire. Ta zone 4, c'est comme ton VO2. En tout cas, c'est ça. Ça brise de façon fantastique tout ce qu'on vient de dire là, dans le on va te faire un deep dive sur cette étude-là dans un autre épisode. C'est sûr, parce qu'elle est fantastique. Là, il y a des protocoles. Ils disent là, tous les tests de lactate qu'ils ont fait, ils montrent leur courbe. C'est vraiment intéressant. Les séances qu'ils font avec les Ingebrigtsen, les Blumenfeld, etc. Donc, c'est vraiment fantastique. Mais on va utiliser leur zone quand on va faire ce podcast-là, mais sachez que bon, c'est pas le consensus de 2025 avec ce qu'on dit. Exact, c'est ça. Très cool, man. Fait que zone 2, ce que je retiens, c'est que c'est du travail, la zone 2 quand même. Ouais. C'est du travail. Tu as l'impression de travailler quand tu es en zone 2. Exactement. Pour avoir des adaptations, tu as l'impression de travailler. Tu peux pas juste te mettre, comme tu disais, mouliner sur le bike, c'est de la zone 1. Exact. La zone 2, il faut que tu travailles. Oui, exactement. Fait que quand Tadej Pogacar, il dit qu'il fait 4 à 5 heures en zone 2, c'est qu'il fait 4 à 5 heures LT1. Sur son LT1, puis il doit pas parler bien. Non, exact. Puis je pense qu'il disait, lui, ça présentait ses bonnes journées, c'était 155 battements par minute. Comme de 145 à 155, ce qui ferait du sens sur le LT1, mettons, ce qu'on connaît. Là. Voilà. Fait 4 à 5 heures de travail. C'est pas 4 à 5 heures de ride tranquille, de vélo, là, relax. 4 à 5 heures, mettons, il fait un 4 à 5 heures. Est-ce que là, après ça, il le divise avec des 30 minutes, avec des courses de 5 minutes? Probablement. Là, ça doit pas être du continu. Mais probablement que c'est du continu aussi parce qu'il fait des courses à répétition. C'est ça, Cool! Voilà! Merci, man. J'espère que ça aligne les gens. Ouais. Puis on va revenir avec l'étude norvégienne dans un autre épisode, mais pour l'instant, je pense qu'une méta-analyse de 2025, c'est assez solide en termes de qualité d'études. Exactement. Cool. Salut. Merci, man.